Combien coûte le tout premier véhicule 100% électrique commercialisé par Mazda, le MX-30, qui débarque actuellement chez les concessionnaires? Un véhicule 100% électrique format VUS qui utilise et qui partage en fait l'essentiel des composants du Mazda CX-30 au niveau structurel, mais qui évidemment n'a pas la même motorisation. Et c'est un défi pour Mazda d'arriver avec un véhicule 100% électrique parce que, évidemment, le nerf de la guerre dans cette industrie, il y a le prix, il y a évidemment les crédits gouvernementaux qui viennent jouer sur le prix et il y a aussi l'autonomie. Et c'est le grand défaut du Mazda MX-30, un véhicule qui débarque en compétition avec des produits comme le Chevrolet Bolt EUV qui va offrir carrément le double d'autonomie de ce qu'on a ici. Alors Mazda annonce 161 km d'autonomie issue d'une batterie de 35,5 kWh. C'est une batterie qui est produite par Panasonic en collaboration bien sûr avec Toyota parce qu'on sait que Mazda et Toyota ont des relations d'affaires pour l'électrification des futurs produits Mazda. Et ça, c'est important de le mentionner parce que d'ici quelques années, Mazda aura 5 véhicules hybrides rechargeables, incluant le Mazda MX-30. On aura 3 véhicules 100% électriques et 5 véhicules hybrides conventionnels. Ça s'en vient dans les prochaines années. Et évidemment, on peut s'attendre à ce que les motorisations de Toyota qui sont actuellement très connues pour les hybrides, se retrouvent du côté de chez Mazda dans divers produits de la gamme. En attendant, ça, c'est le premier véhicule 100% électrique, comme je le disais, 161 km d'autonomie. Et on n'a pas de système de thermorégulation proprement dit, comme on va retrouver sur d'autres véhicules de la compétition, ce qui signifie qu'on pourrait s'attendre à une autonomie à peine au-dessus des 100 km durant l'hiver. C'est évidemment le gros défaut de ce véhicule-là et ça risque de faire en sorte que les ventes seront symboliques par rapport à la compétition. D'ailleurs, on ne le commercialisera en 2022 qu'au Québec et en Colombie-Britannique où les crédits gouvernementaux sont un peu plus généreux que dans le reste du pays, évidemment. Et on s'attend à vendre au Canada tout entier pour 2022 700 unités du MX-30. Donc, ça ne sera pas un véhicule à volume. La plupart des concessionnaires en Colombie-Britannique et ici au Québec seront autorisés à les vendre, sauf quelques-uns parce que, bon, il y a de l'outillage et de la formation qui accompagnent un véhicule électrique. Mais dès l'an prochain, dès 2023 en fait, lorsqu'on arrivera avec une version hybride rechargeable, bien là, celle-ci sera disponible à la grandeur du pays. Il faut dire qu'on aura un moteur rotatif en guise de génératrice pour prolonger évidemment l'autonomie du véhicule. On n'a pas de détails sur ce que sera le MX-30 PHEV. Par contre, on sait que la batterie ne sera pas de la même taille que ce qu'on a ici. Évidemment, on peut comprendre qu'il faudra placer un réservoir d'essence à l'arrière, ce qui va évidemment réduire l'espace disponible pour placer une batterie sur le véhicule. Mais j'ai l'impression que la version PHEV risque de connaître beaucoup plus de succès que ce qu'on a actuellement ici parce qu'évidemment, encore une fois, 161 km d'autonomie, c'est loin d'être suffisant. Outre l'autonomie qui est décevante, le Mazda MX-30, c'est un véhicule qui produit 143 chevaux et c'est quand même pas un poids plume puisque c'est un véhicule électrique. Alors les performances, elles aussi, sont décevantes, du moins en accélération. Ça, il faut le savoir, 143 chevaux pour ce véhicule-là, ce n'est pas suffisant. Sachez d'ailleurs que la seule batterie de ce véhicule-là pèse 683 livres, alors c'est pas léger, mais la redistribution du poids est intéressante parce que sur un Mazda CX-30, par exemple, près de 60 de la masse totale se trouve à l'avant, alors qu'avec ce véhicule-ci, c'est le contraire. 60 de la masse se trouve à l'arrière. Sous le capot, il n'y a pas d'espace de rangement. Il y a évidemment plusieurs éléments techniques qui se retrouvent sous le capot, y compris le moteur électrique, mais on peut deviner aussi qu'on a conservé de l'espace pour une version PHEV qui, elle, accueillera un petit moteur rotatif. C'est pourquoi on n'a pas placé d'espace de rangement là. De toute façon, il y en a suffisamment à bord de ce véhicule-là pour convenir aux utilisateurs. 143 chevaux, comme je le disais, ce n'est pas puissant, mais en contrepartie, Mazda se démarque sur un point, le plaisir au volant. On nous a parlé énormément en présentation du produit du G-Vectoring, autrement dit de la redistribution du couple sur l'essieu avant pour toujours avoir une conduite optimale, une bonne tenue de route, une maniabilité, et ça, on l'a. C'est un véhicule solide, amusant à conduire, qui manque un peu de puissance, mais qui en milieu urbain se défend très, très bien. Et je vous dirais qu'on sent que c'est un véhicule très solide, très dynamique, qui a beaucoup plus de potentiel que ce qu'on
ce qu'on obtient en ce moment. C'est-à-dire que le véhicule pourrait accueillir beaucoup plus de puissance qu'on propose actuellement. Et bien, ça laisse présager un bel avenir pour ce produit-là, qui se démarque évidemment aussi sur le plan esthétique, vous l'aurez remarqué, parce que ce véhicule-là a, oui, une robe de VUS, mais avec sa peinture de 2 tons, ses pourtours d'aile, ses jambes de 18 pouces et évidemment bien, ses portières à battant arrière qui rappellent bien sûr la Mazda RX-8, vous vous en souviendrez. Bien, ça fait en sorte que ce véhicule-là est quand même assez original sur le plan esthétique. Il y a 2 versions de disponibles pour le Mazda MX-30, version GS et version GT. Ce que vous avez ici, c'est la version GT la plus équipée. Et évidemment, bien là, il y a une panoplie d'éléments qui distinguent les 2 véhicules, mais il faut s'attendre à ce que la grande majorité des modèles, selon nous, ce soit des versions GS, puisque l'écart de prix entre ces 2 véhicules-là est quand même considérable. Les temps de recharge maintenant, ce n'est pas compliqué. Pour une borne de niveau 3, c'est possible de recharger ce véhicule-là sur une borne de niveau 3, mais on acceptera un maximum de 50 kWh au niveau de la charge. Donc, ça prendra à peu près 35 minutes pour recharger le véhicule complètement. Si vous allez sur une borne de niveau 2, comme vous aurez à la maison, par exemple, bien là, ça va prendre 2,8 heures. Et si vous branchez sur le 110, là, c'est 13,7 heures. Alors ça, c'est un peu plus long. Mais les temps de recharge, évidemment, le véhicule n'a pas une grosse autonomie, n'a pas une grosse batterie. C'est quand même assez rapide. 35,5 kWh au niveau de la batterie, je le rappelle. J'ai maintenu une moyenne de consommation d'à peu près 16 ou 17 kWh, ce qui veut dire que dans des conditions optimales, vous pourriez quand même faire 200-210 km. Dans les meilleures conditions, évidemment, l'hiver, ça chutera drastiquement. À peine au-dessus des 100 km, c'est ce à quoi on peut s'attendre. Mais Mazda, en affichant 161 km d'autonomie, on est quand même conservateur par rapport à ce que le véhicule est capable de faire. Bon, on a peut-être une mince consolation, sachant qu'on peut faire autour de 200 km, mais en vérité, c'est quand même la moitié de ce que la compétition la plus populaire peut faire. Et c'est ce qui fera probablement en sorte que ce véhicule-là n'aura pas le succès qu'il mérite, du moins pour 2022. On verra si Mazda apporte des modifications à son véhicule dans les prochaines années. Le MX-30 n'est certainement pas un véhicule à vocation familiale. Les places arrière, c'est correct, mais pour accueillir des adultes, c'est très à l'étroit, même des adolescents. Alors, ce sont des places qui vont servir de secours ou vraiment des places secondaires. Mais à l'avant, je n'ai pas le choix d'admettre que c'est extrêmement confortable. J'aime beaucoup l'aménagement intérieur de ce véhicule-là, même si on conserve cette molette centrale qui va servir à utiliser l'écran tactile qui est devant nous. On a Apple CarPlay, Android Auto, mais avec fil. On n'a pas la technologie sans fil, même dans la version GT. Ça, c'est la petite déception. Mais au niveau de l'ergonomie générale, du confort des sièges, de la position de conduite, de l'ambiance à bord aussi, qui est très sobre, qui est très rafraîchissante par rapport à d'autres produits qu'on va retrouver sur le marché, bien ça, j'adore. Il faut dire que le niveau de finition est au niveau de ce qu'on a retrouvé dans les plus récents produits Mazda, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne. Une très belle qualité d'assemblage, de finition, des matériaux de très belle facture. On se vante chez Mazda, ou du moins on se démarque avec le liège qu'on utilise à plusieurs endroits à bord du véhicule. Ça apporte une touche unique. Et le soir venu, bien, il y a un éclairage d'ambiance qui est assez intéressant aussi. Dans la version GT, vous aurez des sièges moitié tissu comme ça et moitié simili-cuir, noir ou crème comme on a ici. Il y a 2 choix de couleurs disponibles. Et si vous optez pour une version GS, bien, ça sera du tissu à la grandeur avec un habitacle un petit peu plus monotone. Il faut aussi mentionner que l'avantage de l'habitacle du GT, c'est qu'on a un toit ouvrant, donc un éclairage ou du moins un habitacle qui est plus lumineux, alors que dans la version GS, sans toit ouvrant, avec un pavillon tout noir, c'est un peu plus sombre. Et ça, c'est le point qui m'avait agacé lorsque j'ai pu mettre à l'essai la version GS, qui se démarque en fait, où on retrouve un peu moins d'équipement qu'à bord de ce véhicule-ci, mais essentiellement, vous allez avoir tout ce qui est nécessaire dans la version GS quand même. Ce ne sont que des fioritures, quelques éléments de sécurité qu'on vient ajouter sur le MX-30. Mais je veux encore revenir sur la position de conduite, le plaisir qu'on a au volant, les petites branches au volant. Tout est facile à consulter, tout est efficace. Il faut aussi mentionner que derrière le volant, on a des paliers
qui vont servir à augmenter la régénération d'énergie en décélération ou en freinage. Alors ça, c'est un point intéressant. Vous n'aurez pas de mode qui va vous permettre de présélectionner un mode de freinage automatique ou une conduite à une pédale comme avec une Chevrolet Bolt. Ce n'est pas ce qu'on a ici. On va plutôt utiliser les paliers qui sont derrière le volant. Maintenant, côté sécurité, on ajoute deux trucs qui sont intéressants sur le Mazda MX-30 et qu'on n'a pas vu nulle part ailleurs sur d'autres produits de la famille Mazda jusqu'à maintenant. Bien, vous allez avoir la correction de trajectoire si vous déviez de votre voie. Ça va se faire automatiquement et vous allez avoir le freinage d'urgence pour les piétons si vous êtes en marche arrière et qu'il y a un piéton qui passe. Alors ça, cette technologie-là s'est ajoutée, ce qu'on n'avait pas sur d'autres produits. Sinon, le reste, c'est typiquement Mazda. Donc, le système d'infodivertissement ne change que peu par rapport à ce que vous allez retrouver chez d'autres produits de la famille. Un petit point qui est intéressant, c'est cet écran tactile qu'on retrouve ici qui sert au système de ventilation, de chauffage, de climatisation. Vous avez des fonctions primaires autour de l'écran, mais tout est tactile sur cet écran-ci. Siège chauffant, volant chauffant. Il n'y a pas de siège ventilé, même en option, même dans la version GT. Peut-être une petite déception pour certains, mais en contrepartie, avec une assise de tissu, c'est quand même un peu moins pire que si vous aviez du simili-cuir à la grandeur. Un point souligné aussi pour le Mazda MX-30, c'est le très grand angle d'ouverture des portes, 90 degrés pour les portes avant comme les portes arrière. Alors, ce n'est pas un problème pour l'accessibilité. Et au niveau du coffre à l'arrière, quand même un volume assez généreux compte tenu du format du véhicule. Un véhicule qui peut être pratique pour 2 personnes et qui pourra dépanner si on a besoin de transporter plus de 2 personnes. Maintenant, au niveau design, je trouve que c'est quand même assez réussi. C'est une version du GT, donc elle se distingue par plusieurs petits éléments esthétiques qu'on ne retrouve pas sur la version GS. Piliers B qui sont de couleur noir piano plutôt que du noir un peu plus mat. Évidemment, un contraste de couleur, c'est-à-dire pavillon de couleur contrastante par rapport à la peinture du véhicule. C'est uniquement offert sur la version GT et en option. Les petites bandes comme ça métallisées avec les inscriptions Mazda, c'est unique à la version GT aussi. Et je trouve que c'est une belle touche. Ça rappelle les Mazda d'antan qui avaient ce lettrage-là aussi. J'aime beaucoup aussi le design de la lunette arrière, les feux arrière. Je trouve que c'est particulièrement réussi et ça se distingue de ce qu'on va retrouver ailleurs dans l'industrie. Et on va se le dire, ça fait du bien de voir un nouveau produit dans la famille Mazda parce que c'est rare que Mazda lance un nouveau modèle. On a une gamme quand même assez simpliste. Maintenant, au niveau des prix, il faut le mentionner, il y a 5 000 $ d'écart entre les deux véhicules, entre une version GS et une version GT. Et la GT se distingue par plusieurs équipements qu'on y ajoute. Je vous en donne quelques-uns. Les phares automatiques, phares directionnels, dégivreurs d'essuie-glace, l'assistance ou la correction de voie si jamais le véhicule dévie de sa trajectoire, freinage d'urgence arrière si jamais il y a un obstacle. On a ça sur la version GT, pas sur la version GS. Système audio Bose à 12 haut-parleurs, particulièrement performant. Ça, je pense que c'est une belle addition pour le véhicule. Comme je vous le mentionnais tantôt, des sièges qui sont partiellement recouverts de simili-cuir, sièges électriques à mémoire pour le conducteur. Vous allez avoir des garnitures intérieures esthétiques qui sont un petit peu plus riches que dans la version GS. Comme je le disais aussi, la peinture 2 tons qui est optionnelle. Il faut aussi mentionner que si vous optez pour une version GS, il y a 2 choix de gris, un choix de noir, un choix de blanc, alors que lorsqu'on passe à la version GT, les choix de couleurs sont beaucoup plus généreux. Maintenant, combien ça coûte un Mazda MX-30? C'est pas compliqué. 44 215 pour la version GS, 49 215 pour la version GT. Des prix qui ne sont pas très compétitifs par rapport à ce qu'on va retrouver chez la concurrence. Mais évidemment, on ajoute à ça les taxes. On retire ensuite le 13 000 $ de crédit gouvernemental applicable ici au Québec. Et ça vous donne des mensualités sur 72 mois de 571 $ pour une version GS, de 658 $ pour une version GT, avec un taux à 2,7 %, toutes taxes incluses évidemment. Et dans le cas du modèle qui nous concerne, parce qu'on a une option de couleur, c'est 677 $ par mois sur 6 ans. À la location, quand même assez agressif. Mazda a bien travaillé à ce niveau-là et je suis curieux de voir comment ce véhicule-là va vieillir au niveau de sa valeur parce que je n'ai pas l'impression qu'un véhicule avec une si faible autonomie va se revendre facilement sur le marché d'occasion. C'est du moins ce qu'on peut constater si on regarde actuellement les premières générations de Nissan Leaf dont la dépréciation est épouvantablement élevée.
parce qu'il n'y a plus d'intérêt pour ce genre de véhicule-là, considérant qu'on a des véhicules qui proposent entre 350 et 450 km d'autonomie dans ce segment-là. Alors, à suivre, mais en attendant, bien, Mazda a une valeur résiduelle assez élevée et un taux de location plus bas que le taux de financement, donc 1,9 à l'arrivée du véhicule, c'est quand même assez exceptionnel. 415 $ par mois, toute taxe incluse, en location 48 mois, 20 000 km par année pour la GS, 497 pour la GT et 525 dans ce cas-ci, en raison, encore une fois, du choix de couleur. C'est le prix de ce véhicule-ci. Le prix peut sembler alléchant, mais c'est comparable à ce que vous allez retrouver chez Chevrolet, chez certains produits Hyundai, chez Nissan aussi, qui a fortement abaissé le prix de sa Nissan Leaf et qui offre, même si le véhicule est loin d'être aussi séduisant que ça, une autonomie quand même assez intéressante. Quelle est la chance de succès d'un Mazda MX-30? Elle est, selon moi, très mince, du moins avec cette configuration-là. En vendre 700, je pense que c'est optimiste pour le marché canadien en 2022. Et il faudra attendre la version PHEV en 2023 pour véritablement découvrir ce véhicule-là comme un produit pertinent sur le marché. Ça me donne un peu l'impression d'un échec avant même que le véhicule arrive sur le marché. Un peu comme il est arrivé il y a quelques années seulement avec le CX-5 à moteur Skyactiv D diesel qui ne s'est vendu qu'à quelques dizaines d'unités au Canada avant que Mazda décide de retirer le modèle. Un produit super intéressant pour un paquet de raisons, mais son autonomie vient carrément tuer ses chances de succès malheureusement.